Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, une commune chic de la banlieue parisienne. Pour assurer la tranquillité de ses habitants, cette ville dispose de tout l'arsenal de la sécurité publique. En plus de la police nationale, Rueil déploie 118 policiers municipaux et 64 caméras de surveillance dans ses rues. Mais depuis 5 ans, à la tombée de la nuit, la ville fait appel à une nouvelle forme de police, des agents de sécurité privée. C'est le métier de Diane Bassirou. Bonsoir. Bonsoir. MJSS, surveillant général. Tous les soirs à 22 h, il vient au poste de police municipale pour débuter sa tournée. Tenez, peut-être dehors. Dans cette pochette, les clés des résidences que cet agent de sécurité privée doit surveiller cette nuit. C'est une façon de passer la main avec ces clés, symboliquement. Disons plutôt que c'est de passer une aide, quelque part une aide. On passe la main, non. Matériellement, on passe la main, oui, mais après, au niveau des missions, je veux dire, c'est pas une façon pour nous de nous décharger envers la sécurité privée, quand même. La consigne pour eux, c'est de nous appeler s'il y a un problème, un trouble à l'ordre public. Pendant que la police municipale assure la permanence, cet agent de sécurité privée va patrouiller dans les quartiers. Il coûte 2 fois moins cher qu'un policier municipal et son contrat peut s'arrêter à tout moment. Une aubaine pour le maire de la commune. Alors, monsieur le commissaire, l'état des lieux. Ce soir, Patrick Ollier réunit les forces de sécurité de la ville, police nationale et police municipale. Pour les seconder, il compte faire appel de plus en plus à ces agents de sécurité privée. C'est efficace, ça libère la police municipale qui se livre à des patrouilles pour compléter les patrouilles de la police nationale. Et c'est bien de voir des uniformes, et c'est bien d'aller dans les endroits où il risque d'y avoir des problèmes, donc il faut des effectifs. Est-ce que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un maître privé ? Ça coûte plus cher d'avoir en permanence des agents municipaux que de faire appel à des agents privés. Réponse oui. Ces agents de sécurité privée coûtent 2 à 3 fois moins cher qu'un fonctionnaire de police. Depuis plusieurs années, ils remplacent les policiers sur des missions délicates, comme l'accueil du public dans les stades chauffés à blanc, au risque de déraper. Plus sensible encore, les aéroports. Ce personnel est chargé d'assurer la sécurité des vols et des passagers, mais savent-ils bien contrôler les bagages? Pour le savoir, nous allons tenter d'embarquer ce pistolet 9 mm à bord d'un avion. Le verront-ils? Dans 3 ans, ces agents privés seront plus nombreux que policiers, gendarmes et douaniers réunis, mais leur formation est-elle vraiment sérieuse? Enquête sur la sécurité privée, un marché qui pèse plus de 10 milliards d'euros et où tous les coups sont permis. Notre enquête commence près d'un aéroport, un des gros marchés de la sécurité privée. Fin octobre 2010, la tension est montée d'un cran. Pour la première fois depuis les attentats du 11 septembre 2001, Ben Laden vient de menacer directement la France. Depuis quelques jours, le transport aérien français est en alerte maximale. Brice Hortefeux veut renforcer la surveillance des voyageurs qui viennent par avion. Le ministre de l'Intérieur a pris cette décision après une réunion consacrée à la menace terroriste. Nous avons rendez-vous avec un informateur. Au téléphone, il nous a assuré que les aéroports seraient de véritables passoires. La rencontre a lieu dans un hôtel avec vue sur les pistes de Roissy, le premier aéroport français. Notre informateur n'est pas un terroriste, mais au contraire un spécialiste aéronautique. Dans son attaché-case, une arme. Il nous a lancé un défi. Si l'objectif pour vous, c'est de tenter d'embarquer à bord d'un avion avec en l'occurrence une arme à feu, je pense que vous n'allez pas rencontrer tellement de difficultés. Je vous parie la réussite de votre test. Il nous propose d'embarquer ce pistolet à bord d'un avion. Bon, ici, on a un pistolet semi-automatique. Cette arme a été conçue pour tirer des calibres 9 mm, c'est-à-dire ce genre de balles. Ce 9 mm est une arme de poing de gros calibre. Un des meilleurs pistolets de combat et surtout, il est démontable. Aujourd'hui, pour un groupe terroriste, vouloir monter dans un avion avec une arme qui n'est pas démontable,
ce serait complètement ridicule dans la mesure où il existe d'autres outils à leur disposition beaucoup plus facilement dissimulables. D'après notre spécialiste, les agents de sûreté dans les aéroports seraient incapables d'identifier ce pistolet en morceaux, dissimulé dans nos bagages. On a mis des technologies performantes, mais avec des personnels qui maîtrisent à peine les technologies qu'ils utilisent et qui, de toute façon, ne connaissent pas les objets qu'ils sont censés détecter. Vous serez effarés du manque de professionnalisme et de concentration des personnels qui sont mis là. En cause, ces personnels, des agents de sécurité privée. Depuis 20 ans, ils remplacent les policiers pour le contrôle des bagages. Des amateurs, selon notre informateur. Avant de tenter de passer une arme, nous avons voulu savoir qui étaient ces agents privés et comment ils étaient formés. À 2 pas des pistes de Roissy, ICTS, l'une des 4 sociétés chargées de la sécurité dans l'aéroport international parisien. Dans ces locaux, 8 stagiaires suivent une formation express. Voici Moussa, Sophia ou Maxime, des jeunes gens de la région parisienne qui espèrent bientôt devenir agents de sûreté aéroportuaire. Aujourd'hui, on va voir les armes à feu et les instruments contendants. Donc tout ce qui est point américain, matraque. Patrick, leur formateur, dispose de 14 jours pour leur apprendre à contrôler les passagers et les bagages qui embarquent dans les avions. Après des années de galère, ce qui motive surtout ces stagiaires, c'est de décrocher un emploi stable. Vous avez fait quoi avant? Je travaillais à Carrefour. Comme quoi? J'étais hôtesse de caisse. Je travaillais bassement dans les égouts, après je travaillais en tant que... On a fait ça dans une blanchisserie, genre tout ce qui est granit service, tout ce qui est lave-linge pour les hôtels. J'ai entamé une formation de steward, mais elle était trop contraignante, donc j'ai choisi quelque chose de plus à mon niveau, je dirais. Et j'ai trouvé, là je me suis ôté. Pour suivre cette formation, aucun diplôme n'est requis. Il suffit de payer 1 500 € pour 99 heures de cours. Donc Max, il est où ton détonateur? Aujourd'hui, les stagiaires travaillent sur un simulateur d'appareil à rayons X. Ils apprennent à repérer les armes, les explosifs ou tout objet dangereux contenu dans les bagages. Patrick? Oui. Voilà le pistolet artisanal. Il est où dans tout ça? Ça là? C'est ces tiges là. Donc là, tu l'as en image réelle. Là. Non, là. Là, tu l'as en image réelle. Donc. C'est quoi, tu m'as dit, Patrick, pistolet artisanal? C'est un stylo pistolet. C'est un stylo pistolet, voilà. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un stylo. Je pourrais pas vous dire comment est-ce que ça ressemble. En 6 heures, les stagiaires vont devoir mémoriser près de 400 images. Pour Moussa comme pour Sophia, ce n'est pas évident d'identifier les dangers. Ça vous paraît compliqué? Un petit peu. Tout apparaît de la même couleur pratiquement. Donc c'est très compliqué. Et pour repérer une menace, pour nous, dans notre tête, on se dit que toute la valise est une menace. Donc pour trouver la bonne menace, c'est... Vous imaginez que c'était comme ça en fait à la base? Non, je pensais pas que c'était aussi dur. Demain, les stagiaires passeront déjà leur examen. Comme 95% des agents des aéroports, ils n'auront jamais vu ni touché une seule arme, ni le moindre explosif. À quelques centaines de mètres de là, nous voici chez REM Sûreté, un autre centre de formation aux méthodes très différentes. 2 imprimantes à votre disposition, une ici, une là, une sur chaque machine. Ici, pas d'ordinateur, mais de vraies machines à rayons X, des portiques ou des détecteurs de métaux, comme dans les aéroports. Aujourd'hui, les stagiaires de Rémy Arbonville travaillent sur le cas d'une tentative d'attentat déjouée par les policiers 2 semaines plus tôt. On travaille sur des imprimantes parce que c'est exactement la situation qu'on a rencontrée en termes de menaces avec ces deux colis contenant des imprimantes envoyés du Yémen et qui visaient des synagogues à Chicago. Donc le passage au RX. Ces agents de sûreté manipulent de vrais explosifs avant de les passer au rayon X.
Ce qui est important dans le fait de manipuler, d'abord on s'aperçoit du poids. Qu'est-ce qu'on ressent quand on appuie un petit peu sur de l'explosif, de la façon dont il est maniable, la couleur qu'il peut avoir. Parce qu'après tout, je peux mener une investigation, une fouille d'un bagage ou d'un colis, tomber sur une matière et ne jamais me douter que cette matière est une matière dangereuse. Explosifs et armes en tout genre, Rémi Arbonville présente à ses stagiaires tout l'attirail du parfait terroriste. Bon là par exemple c'est un exercice qu'on va leur faire tout à l'heure. Comme ce 9 mm démontable. Une arme qui est à peu près celle qui est en dotation dans la police, c'est un 9 mm. Le même type de pistolet que celui que nous allons tenter d'embarquer dans un avion dans quelques jours. Démonter l'arme, les différentes sous-parties d'une arme. Donc le toucher, c'est extrêmement important, qu'ils voient un petit peu comment tout ça se démonte, comment ça se remonte. Et quand un opérateur n'a jamais vu d'armes ou d'explosifs, est-ce que vous pensez qu'il a une chance de pouvoir les trouver ou pas? Absolument impossible. Absolument impossible. C'est un minimum absolument indispensable. Si jamais ils ne sont pas passés par là, d'ailleurs, ils n'ont pas les bases en fait. C'est comme si vous construisiez une maison sans les fondations. Sur 100 agents privés en poste dans les aéroports, 5 seulement ont suivi cet apprentissage. Retour dans le centre de formation qui montre les objets dangereux sur ordinateur. Aujourd'hui, c'est jour d'examen pour Moussa, Sophia, Maxime et les autres stagiaires. Ils vont passer une partie de leur diplôme d'agent de sûreté, reconnu par l'État. Tu nous as pas dit que le détonateur est aussi fin qu'un cheveu ou je sais pas quoi? Non, mais non, c'est les filles. Manifestement, Sophia a encore des lacunes. Et elle n'est pas la seule. Vous avez déjà vu un explosif, un détonateur? Non. Jamais. En vrai? Non. Tout le monde est prêt? Allez, on y va. Allez, bon courage. Première surprise, Patrick le formateur est aussi l'examinateur. C'est comme si un moniteur d'auto-école faisait passer le permis à ses propres élèves. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs bonnes réponses. Hein. Lesquelles? C'est au pluriel. Hein. Question suivante. Deuxième surprise, en plein examen, Patrick va donner un petit coup de pouce à Soraya, en difficulté avec sa télécommande. Si ça marche. Ça ne valide pas de suite. Je vous ai validé la bonne réponse là donc. Début novembre, tous ces stagiaires ont décroché leur diplôme, comme 3000 autres candidats cette année. Officiellement, ils sont capables d'assurer notre sécurité dans les aéroports français. Un diplôme bradé, un bon connaisseur du milieu affirme même que l'examen ferait l'objet d'une tricherie très répandue. Depuis 20 ans, cette personne forme des agents dans plusieurs sociétés. Dans un hôtel proche de son travail, elle nous livre le mode d'emploi pour offrir un diplôme à tous les candidats. Au lieu de faire tout le programme, les formateurs qui travaillent avec moi, dans le même centre de formation, ils travaillent uniquement les réponses aux questions de l'examen. Si le stagiaire sait que pour la question 20, il faut appuyer sur le bouton 1, il appuie sur ce bouton-là sans même comprendre la question et sans savoir qu'est-ce qu'il faut répondre à la question. C'est ça qu'ils vont apprendre. Voilà, c'est ça qu'ils apprennent. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'agents aujourd'hui qui n'ont été formés que comme ça? Je pense que c'est la majorité des agents aujourd'hui qui ont été formés de cette manière. Depuis mars 2009, j'ai participé à tous les examens depuis cette date-là. Et je n'ai jamais vu un représentant de l'État pendant ces examens. Aucun contrôle n'a été effectué sur le terrain. Aucun centre de formation n'a été contrôlé jusqu'à aujourd'hui par l'État. C'est quand même très dangereux. À un moment donné, on va se trouver en face des difficultés et ces gens-là, ils sont incapables de gérer quelconque problème. 14 jours de stage seulement, des examens qui seraient parfois truqués. Nous nous sommes rendus à la Direction générale de l'aviation civile, chargée officiellement de surveiller ces formations. Pour ce commissaire responsable de la sûreté aérienne, ces agents privés sont des professionnels aguerris. C'est en tout cas sa première version. Ce sont des agents qui sont extrêmement formés, qui sont attentifs à ce genre de choses, qui sont très contrôlés également par les services de l'État, qui effectuent des tests de façon régulière pour voir s'ils accomplissent bien leur mission et qui vous permettent de prendre un avion dans les conditions de sécurité maximale. Les agents et leur formation seraient donc sous bon contrôle de l'État. Nous lui montrons le témoignage du formateur anonyme.
au lieu de faire tout le programme. Des formateurs qui travaillent avec moi dans le même centre de formation, ils travaillent uniquement les réponses aux questions de l'examen. Face à ces propos, Ça y est. la version officielle va tout à coup changer. Vous pointez du doigt effectivement une faiblesse potentielle du dispositif. Cette faiblesse potentielle va être revue en 2011 dans le cadre de la mise en cohérence de la réglementation nationale avec la réglementation européenne. Alors j'espère que si ce que dit cette personne est exact, avec quand même les doutes que je peux exprimer, tout cela ira mieux dans quelques temps. Mais je suis extrêmement surpris. Malgré les faiblesses de leur formation, pour ce commissaire, les agents sont tout à fait capables de nous protéger. Essayez vous-même de passer avec un canif ou autre. Ce canif sera détecté. Et puis un jour, si je passe avec un objet interdit, il sera détecté. Je le pense. Maintenant, un jour ou l'autre, à force de repasser, peut-être qu'un jour, ce ne sera pas vu. Vous pensez que si quelqu'un passe avec une arme ou un explosif, un pistolet ou un explosif, il sera détecté, pas à 100%, mais que les agents ont des chances de le repérer. Oui. J'ai cru comprendre que vous m'aviez posé plusieurs fois cette question-là, et ma réponse est toujours la même, oui. D'accord. C'est ce que nous allons vérifier. Roissy, le 8 novembre 2010. 10 jours après les menaces terroristes de Ben Laden, nous allons tester la sûreté du premier aéroport français. Roissy, un vol toutes les minutes, 160 000 passagers par jour. Ce matin, nous allons tenter d'embarquer à bord du vol Paris-Nice, avec dans ces 2 sacs notre pistolet démonté. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, y a-t-il des passagers? 6h45, c'est l'heure de pointe au poste d'inspection et de filtrage. Comme dans tous les aéroports français, c'est ici que les passagers et leurs bagages sont contrôlés. Pas d'armes, pas d'explosifs, aucun objet dangereux ne doit monter à bord. Au contrôle, les agents privés. 6h50, nous plaçons nos 2 bagages, le sac rouge et le sac marron, sur le tapis roulant. Ils vont passer au rayon X dans cet appareil. C'est le moment de vérité. À l'autre bout du tapis, cet opérateur en blanc inspecte le contenu de nos sacs sur son écran. Normalement, il devrait repérer les pièces du pistolet, mais le sac rouge passe sans problème. Pour le sac marron, l'agent a des doutes. Il le fait passer une seconde fois au rayon X. À l'intérieur, la crosse, la culasse, le canon et le chargeur de notre pistolet. Ils passeront finalement inaperçus. Une demi-heure plus tard, l'Airbus s'envole tranquillement vers Nice. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce vol Air France à destination de Nice. Dans le sac rouge, voici les pièces du pistolet que nous avons embarquées sans difficulté à Roissy. Défaillance ou coup de chance, nous allons renouveler l'expérience. Le soir même, dans un autre aéroport, celui de Marseille, la 2e ville française. Dans cet aérogare de province moins fréquenté qu'à Paris, les agents de sûreté seront-ils plus vigilants? Vont-ils enfin trouver les pièces de notre pistolet cachées dans nos 2 bagages? On va enlever la veste. Cette fois, ce n'est pas le sac marron, mais le sac rouge qui va attirer l'attention. À la sortie des rayons X, un agent le récupère. Dans ce sac, nous avons dissimulé ces 3 petites pièces de notre pistolet. Nous pensons être démasqués. L'agent de contrôle n'a rien trouvé. Il est 20h15. Nous montons sans encombre à bord du vol Marseille-Paris. Merci, bienvenue à bord. Une demi-heure plus tard, en plein vol. Je vais aller aux toilettes. Pour aller au bout de notre test, nous allons remonter l'arme à feu dans les toilettes de l'avion.
Une à une, nous réunissons les 7 pièces du pistolet. En quelques minutes à peine, le 9 mm est opérationnel. Ce jour-là, les 150 passagers du vol Air France 6053 Marseille-Paris auraient pu être les victimes d'un détournement, comme lors des attentats du 11 septembre 2001. Retour à Paris avec une question. Le jour de nos tests, sommes-nous tombés sur des appareils à rayons X défectueux ou sur des agents peu diligents? Pendant plusieurs années, Christophe Naudin a lui aussi mis à l'épreuve plusieurs aéroports français. De 2003 à 2005, il a réalisé 50 tests, parfois à la demande de l'Assemblée nationale. Plus de 9 fois sur 10, ce criminologue a réussi, comme nous, à se jouer des contrôles. Nous lui montrons le pistolet que nous avons réussi à embarquer. Donc là, voilà, ça c'est le pistolet qu'on a monté dans 2 avions en pièces démontées. Je suis pas étonné. Je peux pas vous dire... parce que je suis pas étonné, parce que je sais qu'il y a des lacunes dans le dispositif. Chaque fois en fait que je suis passé avec un certain nombre d'objets interdits comme vous, ou des armes, ou des matières explosives ou incendiaires, j'ai toujours pu passer. En regardant nos images, l'expert en sûreté aéroportuaire va nous expliquer pourquoi notre pistolet n'a pas été détecté par les agents privés. Alors là, vous voyez ce sac-là, par exemple, là, il est en train de passer de façon parallèle ou longitudinale sur le tapis. En plus, il est centré, donc voilà, c'est n'importe quoi. Donc le bon positionnement, quel est-il? Expliquez-moi. Alors, le bon positionnement d'un bagage, c'est à plat, donc sur la partie la plus plate, c'est en diagonale à 45 degrés, et si on ne fait pas, si on ne respecte pas le positionnement, on va perdre 50% de l'efficacité de l'analyse radioscopique. Et on se donne moins de chances de repérer un objet dangereux. On perd une chance sur 2. Pour la fouille de notre sac rouge à Marseille, le criminologue livre un diagnostic sévère sur la compétence des agents de sûreté. Comment ils n'ont pas trouvé les pièces de pistolet qui étaient à l'intérieur? En fait, l'arme que vous avez passée démontée. Et je crains qu'ils aient une connaissance extrêmement lacunaire des armes, et en tout cas des pièces d'armes. Donc déjà, comme ils ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas les reconnaître. Vous ne pouvez pas trouver, vous, quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors avant, on avait des policiers, des CRS notamment, qui s'occupaient des mesures de sûreté dans les aéroports. Eux, ils avaient cette connaissance. Je veux dire, ils avaient un taux de rendement et une efficacité en matière de sûreté qui était certainement beaucoup plus importante. Depuis 20 ans, les policiers et l'État ont cédé le contrôle des bagages aux sociétés de sécurité. Ironie du sort, ces agents privés sont payés par les passagers. Une taxe de 9 € en moyenne, prélevée sur chaque billet, pour une sécurité au rabais. Il existe d'autres sites très sensibles, désertés depuis longtemps par la police nationale. Ce sont les stades de foot comme celui du PSG à Paris. Le Parc des Princes, 50 000 places et des milliers de supporters survoltés. Oh putain, ça cogne là. La dernière fois que les supporters parisiens ont dérapé, c'était le 28 février 2010, avant le match contre l'Olympique de Marseille. Ce dimanche-là, les hooligans du PSG se sont battus entre eux. Vers 20 h, l'un d'entre eux est tombé sous les coups. Yann Laurence avait 37 ans. Ce jour-là, le président du PSG s'est juré de stopper la violence et de renforcer la sécurité. Yann a été victime d'un lynchage, il a été massacré, et moi je pense qu'on ne peut plus jouer la politique de l'autruche et il faudra des mesures exemplaires. Au PSG, la sécurité a été confiée à des sociétés privées. Sont-elles exemplaires? Retour au Parc des Princes à l'occasion d'une rencontre à haut risque contre l'équipe allemande de Dortmund. À 4 h du match, les CRS commencent à se déployer pour surveiller les abords du stade.
Mais à l'intérieur, ce sont plusieurs centaines d'agents privés qui vont se charger de la sécurité. Ces hommes, en tenue rouge ou noire, recrutés par des sociétés de sécurité. Comme Gérard et Karim, 2 stadiers expérimentés. On a quelques camarades là, qui vont installer les barrières de sécurité. Là. D'après eux, de nombreux collègues seraient incapables de gérer les foules, car leur société embaucherait des novices qui n'ont jamais mis les pieds dans un stade. Ils arrivent tous là. Les personnes qui ont du mal à s'orienter, vous allez vous apercevoir que c'est des personnes qui vont venir pour la première fois. Ils vont demander soit aux forces de l'ordre, soit aux personnes qui ont déjà des chasubles où se diriger par rapport à la société auquel ils appartiennent pour pouvoir aller prendre leur poste ce soir. Des agents recrutés sur le tas pour contrôler une foule de supporters. Nous assistons à cette scène étonnante. Un agent de sécurité se présente à l'improviste à l'entrée du stade. Il cherche quelques heures de travail. Essayez de voir avec monsieur là, lui il travaille quoi? Il n'a pas un nom, vous n'avez pas un nom? Demande à lui, il travaille quoi? Les vigiles de l'entrée l'orientent vers un recruteur potentiel. Ah mais il y en a beaucoup comme ça, vous savez, qu'on est des vacataires, ça change à chaque fois. Il y en a qui sont sur les listes, il y en a d'autres non. Donc, vous inscrire dans le journal. On gère. Il y en a qui ne savent même pas pour qui ils travaillent, parce qu'il y a plusieurs sociétés de sécurité qui travaillent dans le parc. Donc voilà. Coup de chance, le candidat spontané tombe par hasard sur le patron de la plus grosse société de sécurité du Parc des Princes. Ils ne se connaissent pas jusque-là, mais en quelques minutes, il va se faire embaucher, au pied levé. Ça, c'est l'embauche en live. Vous êtes en train d'assister à une embauche en live, en direct. Et un point, ça se fait sur la voie publique aujourd'hui dans ce métier-là. Voilà. Marché conclu. Alors c'est bon? Des embauches sur le trottoir, mais aussi des agents qui n'ont jamais travaillé dans un stade. Quelques minutes plus tard, Gérard et Karim vont rencontrer un collègue qui fait ses grands débuts ce soir. Vincent. Vous êtes côté fret. Ah ouais, il est opérateur au fret. Cet agent de sécurité travaille en temps normal à l'aéroport de Roissy. Il contrôle les colis et n'a jamais été confronté à une foule de supporters. Mais tu vas voir que le monde, mais le monde du stadier, ça n'a rien à voir avec la sûreté. Hein. Ouais, mais c'est ce qu'il m'a dit, le collègue. Et il paye bien? Bon, ça, je sais pas. Bon, mon collègue m'a dit que ça payait pas bien. Ça paye pas bien. Ouais, ça arrondit un petit peu les fins de mois, mais c'est pas, tu roules pas sur l'or. Ouais. Ok, bah, bon courage à toi. Pour 4 heures de travail, il touchera 45 €. C'est peu, mais suffisant pour attirer ici des personnes sans aucune formation d'agent de sécurité. Une pratique totalement illégale. J'ai des gens que je connais personnellement qui, eux, ont fait des événements avec moi il y a quelques mois sur le Parc des Princes ou sur le Stade de France et qui n'étaient pas agents de sécurité ou pas formés au métier de la sécurité. Qui sont qui en fait? On les a trouvés comment? Ça peut être des amis, ça peut être des bénévoles, des gens qui connaissent le Stade Parc des Princes ou un autre stade qui exercent en tant que stadier. Ces stadiers amateurs peuvent-ils assurer la sécurité des spectateurs? Depuis la mort du supporter en mars dernier, le club a mis en place des mesures radicales. Désormais, les billets sont nominatifs. Il s'agit d'écarter les supporters les plus indésirables. Parmi eux, 240 interdits de stade, comme Samy. Interdit de stade, ça veut dire qu'à chaque match du PSG, que ce soit au Parc des Princes ou n'importe où en France, et maintenant, mais là il y a un vide juridique dans les matchs européens, ça veut dire que celui qui est interdit de stade doit se rendre à son commissariat de tutelle, donc le plus proche où il habite, et il doit pointer, alors là encore, il y a un flou juridique, on va dire 2 fois par match, et s'il ne pointe pas, s'il oublie de pointer, il risque jusqu'à 1 an de prison ferme. D'après Samy, ni le PSG ni ses vigiles ne peuvent empêcher les interdits de stade d'entrer au Parc des Princes. Les placements nominatifs, ça a juste comme objectif de rassurer les gens qui se disent « Ah bah s'il y a mon nom, c'est que ça doit être sécurisé ». Mais objectivement, ça sert strictement à rien. Pour nous le prouver, Samy va acheter des places à la boutique du PSG sur les Champs-Élysées. Des billets pour le match PSG-Auxerre du lendemain. Nous l'accompagnons en caméra cachée à la billetterie du premier étage du magasin. D'accord. 60 rue verte, c'est la bonne adresse? Non. Je vais prendre la voiture.
Samy ne cache rien, ni son identité, ni son adresse. Il obtient des places malgré son interdiction de stade. C'est pourquoi vous avez Par cas. C'est combien 48. Merci. Demain, Samy n'ira pas au stade. Il ne veut pas prendre le risque de se faire arrêter. Bah voilà, il suffit de donner sa carte d'identité, même si on est interdit de stade, et on peut avoir les places qu'on veut. Je peux vous les donner, puis vous verrez si vous pouvez y aller. Avec ces places, au nom d'un interdit de stade, nous allons vérifier si les agents de sécurité du PSG vont nous empêcher d'entrer dans le Parc des Princes. Dimanche 24 octobre, le match contre Auxerre vient tout juste de commencer. À l'entrée de la tribune Boulogne, réputée dangereuse, nous présentons notre billet au premier agent de sécurité. Il se contente de jeter un rapide coup d'œil. Merci bien. Deuxième contrôle, au portique d'entrée, nous passons le billet sur la machine à code barre. Code barre à l'intérieur? Surprise, le système informatique du PSG est incapable d'identifier les interdits de stade. Troisième et dernier contrôle. L'agent de sécurité n'a même pas remarqué que c'est une femme qui vient de lui présenter un billet avec le nom d'un homme. Ce soir-là, les agents de sécurité embauchés par le PSG n'auraient jamais pu identifier Samy. Et dans les tribunes, les petites mains de la sécurité sont-elles capables de maîtriser les conflits? Ils sont 500 en moyenne et certains dérapent. 2 mois avant notre test au Parc des Princes, un supporter du PSG a fait les frais des méthodes de quelques stadiers parisiens. C'était le 19 août dernier. Nicolas assistait à un match contre l'équipe israélienne de Tel Aviv. Il est rentré du stade dans un drôle d'état. Quand j'ai ouvert, j'ai vu son visage gonflé. Sa mâchoire elle était en bleu. Je lui ai demandé ce qui s'est passé. Il a soulevé ses vêtements. Il m'a montré qu'il avait des gros hématomes. Son visage bleu, l'arcade gonflée. La mâchoire, mais vraiment, il n'arrivait même pas à parler, quoi. Mais ça, c'est rien, les coups. Le pire, c'est mon dos et mon genou. C'est pas question de ça, c'est que moi, ça m'a fait un choc. C'est quand ils ont voulu m'extirper. Ça veut dire que c'est même pas quand ils m'ont frappé, ils m'ont fait mal en voulant me sortir. Et ils m'ont tiré dans tous les sens comme des imbéciles. Ils n'ont même pas vu que mon genou était coincé. J'ai dû crier pour qu'ils me lâchent. Les stadiers lui reprochaient de s'être levé pour chanter. Un comportement interdit à l'époque par son club. 2 semaines plus tôt, un autre fan du PSG s'était fait tabasser pour les mêmes raisons, sous les yeux de Nicolas et son frère. Un supporter a pris des photos. Il était debout, il chantait. On leur a demandé de s'asseoir, elle a refusé. On l'a sorti de la tribune. Voilà, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils vous sortent de la tribune, ils vous ramènent direct dans l'angle. Et dans l'angle, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de yeux pour vous défendre. Là, c'est... Ils l'ont encerclé et après ils l'ont tapé dessus. C'est quoi taper dessus? C'est un coup de genou, pouce dans les yeux. Ils étaient combien là? Ils sont tous là-dessus. On a des portables qu'on voit pas. Lui, il est juste là, on voit même pas. C'est n'importe quoi. C'est de la violence gratuite pour rien du tout, quoi. Loin des caméras, des stadiers utiliseraient des méthodes peut-être condamnables. Nicolas a voulu porter plainte contre le PSG et ses vigiles, que le club appelle Stewart. Il s'est rendu au commissariat le plus proche du Parc des Princes, à Boulogne-Billancourt. Le lendemain, je suis parti au commissariat de Boulogne, parce que je crois que c'était à Boulogne, on m'a dit d'aller à Boulogne, j'étais à Boulogne. Boulogne, on me dit que je peux pas porter plainte contre le PSG, que c'est pas possible, que la plainte elle est pas recevable, ou je sais pas pourquoi. Elle m'a dit si c'est contre le Stewart, oui, mais si c'est contre le PSG, non. Impossible de porter plainte contre le PSG et sa sécurité privée. Quelques jours plus tard, pour vérifier, nous avons poussé à notre tour la porte de ce commissariat. Je voulais savoir comment il fallait faire pour poser une plainte contre le PSG, parce que je me suis fait cogner par des stewards là-bas. D'accord. Et que voilà quoi. Nous, on peut prendre contre les personnes, pas le PSG. Moi je le connais pas le gars, j'étais un stadier, j'étais dans une travée et après c'est... Tribunal d'instance, à ce moment-là. C'est le tribunal, je peux pas le poser ici quoi, ici ce sera que contre le gars. Que contre le steward. Merci, au revoir. Dans les autres commissariats, les plaintes contre le PSG et ses dirigeants sont acceptées.
Mais à Boulogne, à quelques pas du stade, le club et ses vigiles semblent bénéficier d'un traitement particulier.